L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 15. Projet d'évasion. J'entre en quatrième. Professeur Turpin. Il a été reçu le second à l'agrégation. Il est le neveu d'un chef de division. Il porte de grands faux cols, des redingotes longues. Il a la lèvre d'en bas grosse et humide, des yeux bleus de faïence, des cheveux longs et plats. Il a du mépris pour les pions, du mépris pour les pauvres, maltraite les boursiers et se moque des mal vêtus. Il fait rire les autres à mes dépens. Je crois qu'il veut faire rire de ma mère aussi. Je le hais. On m'accorde des faveurs en ma qualité de fils de professeur. Externe, je suis puni comme un interne, toujours en retenue. Je ne rentre presque jamais à la maison. On m'apporte du réfectoire un morceau de pain sec. De cette façon, on lui donne à déjeuner pour rien. Je sauve encore une ratatouille à la mère Vingras. C'est Turpin qui parle ainsi à quelques collègues qui sourient. Il le dit assez loin de moi, à mi-voix, mais il veut, je crois, que je l'entende. Je me contente d'enfoncer mes mains dans mes poches, et j'ai l'air de rire. Je pleure. Que de sanglots j'ai étouffés pendant qu'on ne me voyait pas. Je ne suis plus qu'une bête à pensum, des lignes, des arrêts et des retenues, du cachot. Je préfère le cachot à la retenue. Je suis libre entre mes quatre murs. Je siffle, je fais des boulettes, je dessine des bonhommes, je joue aux billes tout seul. Avec des morceaux de bois et des bouts de ficelle, je monte des potences auxquelles je pends Turpin. Je me remets à la besogne vers le soir et je fais mon pensum. On me renvoie à 9 heures à la maison. Le cachot ne m'épouvante pas. Même j'éprouve un petit orgueil à revenir le soir par les cours désertes, en rencontrant au passage quelques élèves qui me regardent comme un révolté. Nous nous croisons souvent avec Malatesta, qui sort d'un autre cachot. C'est le chef des chahuteurs dans l'étude des grands. Il va entrer en élémentaire. C'est lui qui doit être reçu à Saint-Cyr l'an prochain. C'est le champion de Saint-Étienne. On ne le renverrait pas pour un empire. Il porte un képi à galons d'or, et il prend des leçons d'armes. Malatesta me fait des signes de tête en passant, et me dit « Salut, Vingras ». Salut comme en latin, Vingras comme à un homme. C'est la retenue qui m'ennuie le plus. J'y gobe encore des pensums. Je suis si maladroit. C'est mon encrier que je renverse. C'est mon porte-plume qui tombe. Mes papiers qui s'envolent. Mon pupitre que je démanche. Vingras, 100 lignes. Patatras, mon paquet de livres qui dégringole et fait un tapage d'enfer. 100 lignes de plus. Monsieur, vous répliquez 5 pages de grammaire grecque. Encore, toujours, ils veulent me faire mourir sous le pensum, ces gens-là. C'est à peine si je vois le soleil. Le dimanche, comme les autres jours, j'arrive pour la grande retenue, de 2 à 6, dans cette salle vraiment lugubre, ce jour-là, à cause du silence écrasant, du bruit mélancolique que fait un soulier qui passe, une porte qui tombe, un fredon solitaire, un cri de marchand bien loin, bien loin. Nous sommes là une vingtaine. Une plume grince, quelqu'un tousse. Le pion fait 2 ou 3 tours en regardant le ciel à travers les croisées. Monsieur, sortir. Il fait oui de la tête, et sous prétexte d'aller là-bas, je traîne un peu dans les longs corridors, je fourre le nez dans les salles vides, je jette par une fenêtre une bille, j'envoie une boulette de pain à un moineau, je lorgne l'infirmière, et je tâche d'aller chipper des fruits au réfectoire, puis je reviens à cloche-pied dans l'étude. Je me replonge la tête dans ce qui me reste de papier, que je barbouille avec ce qui me reste d'encre. Je pense à toute autre chose qu'à ce que j'écris, et il se trouve qu'il y a quelquefois dans mes pensums des Turpin pignouf, Turpin crétin. Mardi matin, c'était composition en version latine. Je cherchais un mot dans un dictionnaire tout petit que mon père m'a donné, à la place de Quicherat. Turpin croit que c'est une traduction. Il s'avance et me demande le livre que je cachais tout à l'heure. Je lui montre le petit dictionnaire. Ce n'est pas celui-là. Si, monsieur.
Vous copiez votre version. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fini le mot qu'il me soufflette. Mon père et ma mère me battent, mais eux seuls dans le monde ont le droit de me frapper. Celui-là me bat parce qu'il déteste les pauvres. Il me bat pour indiquer qu'il est l'ami du sous-préfet, qu'il a été reçu second à l'agrégation. Oh, si mes parents étaient comme d'autres, comme ceux de d'Estrême qui sont venus se plaindre parce qu'un des maîtres avait donné une petite claque à leur fils. Mais mon père, au lieu de se fâcher contre Turpin, s'est tourné contre moi, parce que Turpin est son collègue, parce que Turpin est influent dans le lycée, parce qu'il pense avec raison que quelques coups de plus ou de moins ne feront pas grand-chose sur ma caboche. Non, ils font marque dans mon cœur. J'ai eu un mouvement de colère sourd contre mon père. Je n'y puis plus tenir, il faut que je m'échappe de la maison et du collège. Où irai-je? À Toulon? Je m'embarquerai comme mousse sur un navire, et je ferai le tour du monde. Si l'on me donne des coups de pied ou des coups de corde, ce sera un étranger qui me les donnera. Si l'on me bat trop fort, je m'enfuirai à la nage, dans quelque île déserte, où l'on n'aura pas de leçons à apprendre, ni du grec à traduire. Il y a encore une consolation. Même si on est attaché au grand mât ou enchaîné à fond de cale, il y a l'espérance d'arriver à être officier à son tour, et on a le droit de souffleter le capitaine. Turpin, lui, peut me tourmenter tant qu'il voudra, sans que je puisse me venger. Mon père peut me faire pleurer et saigner pendant toute ma jeunesse. Je lui dois l'obéissance et le respect. Les règles de la vie de famille lui donnent droit de vie et de mort sur moi. Je suis un mauvais sujet après tout. On mérite d'avoir la tête cognée et les côtes cassées quand, au lieu d'apprendre les verbes grecs, on regarde passer les nuages ou voler les mouches. On est un fainéant et un drôle quand on veut être cordonnier, vivre dans la poix et la colle, tirer le fil, manier le tranché au lieu de rêver une toge de professeur, avec une toque et de l'hermine. On est un insolent vis-à-vis de son père quand on pense qu'avec la toge on est pauvre, qu'avec le tablier de cuir on est libre. C'est moi qui ai tort. Il a raison de me battre. Je le déshonore avec mes goûts vulgaires, mes instincts d'apprenti, mes manies d'ouvrier. Mes parents m'ont donné de l'éducation, et je n'en veux plus. Je me plais mieux avec les laboureurs et les savetiers qu'avec les agrégés, et j'ai toujours trouvé mon oncle Joseph moins bête que monsieur Bélibène. Fort comme il est, et si feignant, disent-ils toujours. C'est justement parce que je suis fort que je m'ennuie dans ces classes et ces études où l'on me garde tout le jour. Les jambes me démangent, la nuque me fait mal. Je suis gai de nature, j'aime à rire, et j'ai la rate qui va en éclater quelquefois. Quand je peux échapper au pensum, éviter le séquestre, être loin du pion ou du professeur, je saute comme un gros chien. J'ai des gaietés de nègre. Être nègre. Oh, comme j'ai désiré longtemps être nègre. D'abord, les négresses aiment leurs petits. J'aurais eu une mère aimante. Puis, quand la journée est finie, ils font des paniers pour s'amuser. Ils tressent des lianes, cisèlent du coco, et ils dansent en rond. Zizi Bamboula dansait Canada. Ah oui, j'aurais bien voulu être nègre. Je ne le suis pas, je n'ai pas de veine. Faute de cela, je me ferai matelot. Tout le monde s'en trouvera bien. Je les fais périr de chagrin. Ils me l'ont assez dit, n'est-ce pas? Ils vont revivre, ressusciter. Je leur laisse ma part de haricots, ma tranche de pain. Mais ils devront finir le gigot. Finir le gigot. Je suis une triste nature, décidément. Je ne songe pas seulement au plaisir d'échapper à ce gigot, mais dévoré d'une idée de vengeance, je me dis, comme un petit jésuite, que c'est eux qui auront à le manger, rôti, revenu, en vinaigrette, à la sauce noire, en émincé et en boulettes, comme je faisais. Je vais plus loin, hypocrite que je suis. Je me dis qu'il faut m'exercer, me tâter, m'endurcir, et je cherche tous les prétextes possibles pour qu'on me rosse. J'enverrai de dur sur le navire. Il faut que je me rompe d'avance, ou plutôt qu'on me rompe au métier. Et me voilà pendant des semaines disant que j'ai cassé des écuelles, perdu des bouteilles d'encre, mangé tout le papier. Il faut dire que je mange toujours du papier et que je bois toujours de l'encre. Je ne peux pas m'en empêcher.
Mon père ne se doute de rien, et se laisse prendre au piège, le malheureux. Je lui use 3 règles et une paire de bottes en 15 jours. Il me casse les règles sur les doigts et m'enfonce ses bottes dans les reins. Je lui coûte les yeux de la tête. Je le ruine, cet homme. Je pense qu'il me pardonnera plus tard, en faveur de l'intention. Et d'ailleurs, il me semble que cela ne l'ennuie pas trop. Un peu fatigué seulement quand il m'a rossé trop longtemps. Il a chaud. Je me traîne alors jusqu'à la fenêtre et je la ferme pour qu'il n'attrape pas de courant d'air. La nuit, je me couche dans une malle, en chemise. Je me couche en chemise. Dieu puissant favorise cette sainte entreprise. Partirai-je seul? C'est bien ennuyeux. Et puis, à plusieurs, on peut s'emparer d'un navire, faire le corsaire, au besoin mener les révoltes, et quand on est fatigué, fonder une colonie. Qui entraînerai-je dans cette expédition?